Cette 110e édition du Tour de France a été remportée par le Danois Jonas Vingegaard. Il faut dire que lui et Tadej Pogačar, ils ont complètement dominé cette édition. Qu'est-ce que vous retenez en fait de cette édition du Tour de France 2023? Une bagarre exceptionnelle pendant 2 semaines, à coup de seconde, hein, une fois Vingegaard, une fois Pogačar. Et puis, comme on pouvait s'y attendre d'une certaine manière, une victoire par KO finalement, avec Pogačar qui s'effondre, qui a une défaillance, qui se remet pour aller gagner une étape dans les Vosges à la fin du Tour. Mais un succès impressionnant de Vingegaard qui confirme sa victoire de l'année dernière. Si on regarde le Tour, c'est la plus grande course cycliste au monde et la plus dure au monde. Pourquoi le Tour est-il si particulier? Il est particulier parce que c'est la plus grande course cycliste du monde en effet, mais c'est beaucoup plus que ça. J'ai coutume de dire que le Tour, c'est 3500 km de sourire. Ce sont des gens heureux au bord de la route en permanence. C'est la mise en valeur des régions, des territoires, du patrimoine, du terroir. C'est aussi un lien social fort aujourd'hui dans un monde qui a plutôt tendance à se séparer, à s'écarter, etc. Ce sont des gens, oui, heureux au bord de la route. Le Tour a des vertus sociales, le Tour a une force économique touristique pour montrer évidemment. Les images du Tour de France partent dans 190 pays. Ça veut dire que les territoires français pour l'essentiel, mais pas toujours, et parfois luxembourgeois qui sont montrés, ils bénéficient de cette force-là médiatique pour montrer leur beauté. Et puis c'est un rendez-vous qui a été créé il y a longtemps, hein, 120 ans, 1903, c'était le 110e tour, on va annoncer bientôt le 111e. Donc tout ça fait que c'est le mois de juillet aussi, c'est le mois des vacances. Tout ça fait que quand le Tour de France arrive, il y a un parfum de vacances, où que l'on soit. Donc tout ça fait la force du Tour de France. C'est une épreuve qui a des racines. On a tous entendu parler du Tour, nos parents, nos grands-parents, nos amis, nos cousins, nos voisins. On est allé au bord de la route du Tour de France, tous à un moment ou à un autre. Donc tout ça fait cette force du Tour de France. Oui. Cette année, le Tour il est parti de Bilbao. Vous êtes passé par les 5 massifs montagneux français. Qu'est-ce que vous avez cherché à faire avec le parcours que vous avez dessiné? On cherche toujours à faire la course la plus haletante possible, la plus intéressante sportivement. Alors il y a l'aspect sportif qui est déterminant, mais ensuite il y a aussi le fait de ne pas laisser de côté trop longtemps telle ou telle région, puisque le Tour de France c'est la plus grande course cycliste au monde, mais c'est une épreuve qui a des racines. Les gens ils veulent voir passer le Tour de France devant chez eux. Le Tour de France de mes rêves, c'est le Tour qui passe devant chez moi. C'est le fils d'un de nos collaborateurs qui m'avait dit ça il y a quelques années. Je trouve la formule très forte. Le Tour de mes rêves, c'est celui qui passe devant chez moi. Donc il faut qu'on aille un peu partout. Si on ne raisonnait que d'un point de vue sportif, ce serait chaque année le Tour, le dernier Tour de France, c'est-à-dire au sud-est et à l'est. Si vous tracez une droite du Pays Basque à l'Alsace, à gauche de cette ligne, il n'y a pas du tout de montagne. Mais il y a la Bretagne, mais il y a la Vendée, mais il y a le Nord, la Normandie, qui évidemment doivent recevoir le Tour de France régulièrement. Donc c'est ce mélange-là, avec aussi des très grandes villes françaises ou étrangères. Vous parliez de Florence, de Bilbao ou de Copenhague, mais évidemment aussi avec les petits villages français qui sont absolument indispensables. C'est cette alliance-là, le Tour, il rassemble. Plutôt que d'une formule, c'est ça le Tour de France. C'est quelque chose qui rassemble. Et ça doit continuer à rassembler, bien sûr, au-delà même de l'aspect sportif. Après, cette année, vous êtes passé sur des lieux majestueux, notamment par le Puy-de-Dôme, le col de la Losse au-dessus de Courchevel. Comment est venue l'idée de passer par ces lieux majestueux? On cherche beaucoup, que ce soit Thierry Gouvenou, Pierre-Yves Touot, mon adjoint ou moi-même, on est des fous des cartes Michelin. Donc on regarde en permanence. Et puis Thierry, évidemment, a fait beaucoup de kilomètres. Nous connaissons beaucoup d'élus. Vous savez, quand vous allez quelque part, la meilleure façon de découvrir, c'est de demander aux gens qui y habitent ce qu'il y a de particulier. Donc des choses comme ça ont été tout simplement découvertes en demandant aux gens ce qu'il y avait de bien chez eux. Courchevel, le col de la Losse, ça nous est tombé tout cru, il faut bien le dire, puisque ça on l'a découvert un jour sur Internet. Mais autrement, c'est en écoutant les gens, en regardant ce qui se dit aussi sur Internet. La planche des belles filles, c'était comme ça. J'avais vu que les gens disaient en permanence que la montée la plus dure des Vosges, c'était la planche des belles filles. Je ne la connaissais pas du tout, j'ai découvert la cyclo des 3 ballons, ça s'est fait comme ça. Donc c'est simplement être à l'écoute, c'est surtout ça. Quels sont vos critères en fait pour élaborer le tracé du Tour de France? Il y a beaucoup de figures imposées de l'Union cycliste internationale. Ne serait-ce que les 3500 km, le Tour était beaucoup plus long autrefois. Quand les gens nous disent mais vous n'allez plus là ou là, oui, mais les règles ne sont plus les mêmes. Le Tour, quand j'étais gamin, faisait 4000-4500, il a fait jusqu'à 5000-5700 km. 3500 aujourd'hui, c'est quasiment du simple double. Donc il faut choisir. Ensuite, le lieu du grand départ détermine énormément ce qu'on va faire.
À partir du lieu du grand départ, on ne sait pas forcément où on ira, mais on sait en tout cas où on n'ira pas. Donc si vous plaquez les cartes du Tour, 5 ou 6 éditions du Tour de France l'une sur l'autre, vous allez voir qu'on essaye de couvrir absolument toute la France, indépendamment de l'aspect sportif qui est déterminant. L'été dernier, on se pose depuis le Dôme 3 jours. On peut se poser parce qu'on est capable, dans cette région-là, de faire une étape pour les favoris du classement général, une étape pour baroudeurs et une étape pour sprinteurs. Suivant les lieux, c'est possible en fonction de la géographie. La géographie est un élément absolument déterminant des parcours. Pour les grands départs à l'étranger, il y a eu Copenhague l'an dernier, Bilbao cette année, Florence l'an prochain. Est-ce que vous souhaitez systématiser ces grands départs à l'étranger? Alors, d'abord, ça n'a rien de nouveau. Le premier grand départ du Tour de France, c'est 1954 aux Pays-Bas, à Amsterdam. Souvent, je demande aux gens, ils me disent, je leur dis, mais depuis combien de temps ça existe? Oh, 10 ans, 15 ans. Non, ça fait 70 ans. Ensuite, et quand j'étais moins gamin, ça partait souvent de l'étranger, en 73, en 75, en 78, en 80, 82. Pour nous, Français, la différence, c'est surtout qu'à l'époque, c'était un Français qui gagnait, ou Bernard Thévenet ou Bernard Hinault, donc on faisait moins attention au lieu du départ. Mais partir de l'étranger, c'est faire rayonner la France. C'est-à-dire que non seulement j'assume, mais je revendique ces grands départs à l'étranger. En revanche, 3 de suite, ce sera la première fois. Ça n'était pas prévu. C'est la pandémie qui a fait qu'on a inversé les grands départs de Bretagne et du Danemark, et donc qu'on se retrouve avec Copenhague, Bilbao et Florence à venir. Le premier grand départ d'Italie, ça n'est jamais arrivé, et ça tombe, c'est pas tout à fait le hasard non plus, 1924, c'est-à-dire le centenaire de la première victoire d'un Italien sur le Tour de France au Tavio Bottecchia. Sur les villes-étapes, il y a plus de 300 villes qui sont candidates pour le Tour. Comment vous retenez ces villes? Alors, en fonction du parcours, il est évident que si vous êtes à Pau, parfois certains nous disent mais pourquoi ils sont toujours à Pau? C'est assez simple, il y a la volonté politique, c'est au pied des Pyrénées, vous rentrez, vous sortez, il y a tout l'hébergement. Dans les Pyrénées françaises, c'est la seule ville où on est capable d'héberger toute la caravane du Tour de France, Pau avec Lourdes à côté, et puis il y a l'autoroute qui facilite évidemment les trajets pour les équipes quand elles rentrent. Ou quand elles repartent le lendemain. Donc il y a un tas de critères qui sont sportifs pour les arrivées, mais pas uniquement sportifs pour les départs, qui demandent de l'hébergement et des facilités d'accès, puisque après une étape, parfois dans les Pyrénées, les coureurs doivent mettre 1 heure, 1 heure et demie pour redescendre jusqu'à l'hôtel. Très différent dans les Alpes, si vous arrivez à l'Alpe d'Huez, les coureurs ils sont en haut, ils font 200 mètres, ils sont à l'hôtel, ou à Courchevel. Donc ce sont des éléments évidemment qui rentrent en compte dans la nécessité d'accorder des phases de repos et de récupération aux coureurs. Le cyclisme, c'est en fait un des seuls sports où on peut approcher les champions. Les spectateurs ont la possibilité d'être en contact avec les coureurs. On le voit sur le Tour de France. Faut-il craindre cela pour l'avenir? Non, je ne crois pas, même si la société évolue, bien sûr. La pandémie a fait reculer évidemment les champions, mais on les voit qui reviennent, qui savent aussi ce qu'ils doivent au public. Le Tour de France et les grandes courses cyclistes sans le public, ça n'est pas tout à fait la même chose. On l'a vu justement pendant la pandémie. Nous avons organisé malgré tout en 2020. Donc bien évidemment qu'on est content d'avoir beaucoup de supporters, d'avoir des foules enthousiastes, et je pense que les champions comprendront toujours que c'est essentiel pour eux. Un champion sans ses fans, qu'est-ce que c'est finalement? Sinon, pour l'avenir, est-ce que parce que en fait, il s'est passé plusieurs choses. Dans le col de la Louse, il y a eu un engorgement total, on l'a vu sur des images, sur des vidéos. Est-ce que cela aurait pu être évité, et est-ce que vous avez appris de cette expérience cette année? On fait tout, et on a tout fait depuis des années pour que le Tour de France ne soit pas considéré, le cyclisme en général, comme un sport de vieux. On était très heureux, et on est très heureux de voir qu'il y a de plus en plus de jeunes, mais qui ont parfois un comportement, comment dirais-je, encore plus chaleureux que les plus anciens. Donc voilà, il faut gérer ça. Évidemment que parfois on a été surpris, évidemment qu'il faut que les coureurs puissent s'exprimer, évidemment aussi qu'il faut que chacun comprenne, parce que on a supprimé tout spectateur pour le Puy-de-Dôme pour des raisons d'environnement, mais on n'a pas envie de supprimer les spectateurs partout, ça n'a pas de sens. Voilà, le Tour l'an prochain débutera en Italie, à Florence, avec 3 longues étapes au-dessus de 200 km. Pourquoi avoir tracé ces 3 premières étapes? Alors, on n'avait pas forcément prévu de les faire si longues, puisqu'en général, quand on est sur un grand départ, on est sur 180 km environ. En revanche, ce sera le premier grand départ de l'histoire
du Tour de France en Italie, qui est un pays de légende, de mythe, de campionissimi, de Bartali et de Coppi, bien sûr. Donc en fait, il y avait toujours un endroit où le kilomètre 0, par exemple, il sera devant le musée Bartali. Ensuite, on va passer Cenencini, après il y a un départ d'étape chez Pantani. À la troisième étape, on va passer à Tortone chez Fausto Coppi. C'est-à-dire qu'il y avait la volonté de rendre hommage à ces champions italiens qui ont fait la légende du vélo. Et ça voulait dire 5 km en plus d'un côté, 10 km en plus de l'autre, pour arriver en effet à 2 étapes à 200 et une à 225. Ça fait partie de la course, mais on ne voulait pas passer à côté de ça. Il y avait une demande forte de nos amis italiens. Il y a une fierté en Italie que je ressens très fort à accueillir le Tour de France, un grand départ du Tour de France pour la première fois. C'est vrai que ça paraît presque anormal qu'il n'y ait pas eu un départ du Tour de France dans ce pays-là, ce magnifique pays qu'est l'Italie. Donc ce sera le cas et on rendra hommage aux champions et je suis content qu'on rende hommage aux champions, même si par rapport au tableau noir qu'on avait imaginé avant, il y a quelques kilomètres en plus. Sinon, par rapport au Tour l'an prochain, est-ce que vous avez déjà des détails à communiquer par rapport au tracé, ou est-ce que vous avez une idée jusqu'où vous allez aller? Vous êtes un petit curieux. Le parcours du Tour sera dévoilé le 25 octobre, donc on connaît déjà les 3 premières étapes. On connaît les 2 dernières, puisque le Tour de France arrivera à Nice. C'est la première fois qu'il ne finira pas à Paris. Les Jeux Olympiques à Paris, et donc nous irons à Nice. On ne remplace pas Paris comme ça, c'est pour ça qu'un final à Nice et un dernier contre-la-montre de Monaco à Nice, dans des lieux qui sont prestigieux, c'est quelque chose de beau et de fort. Être à Nice, ça nous permet aussi d'avoir les montagnes juste à côté. Quand on est à Paris, il faut forcément un dernier transfert, qu'on en revienne des Alpes, des Pyrénées, du Massif central ou des Vosges. Là, on sera sur place. Les 3 premières étapes en Italie sont faites très clairement. La première, c'est une vraie étape de moyenne montagne. La deuxième, elle est faite pour les punchers avec l'arrivée à San Luca, c'est-à-dire un mur avec un circuit final, ce qui ira à franchir 2 fois. Une troisième pour les sprinters, vers Turin. Et puis le final, une étape de Nice à la Couilleule très rude avec 4 cols, 4400 mètres de dénivelé à la veille de l'arrivée. Et donc ce dernier contre-la-montre de 35 km où tout sera encore possible. Premier contre-la-montre du Tour de France le dernier jour depuis le fameux rendez-vous de 1989, Greg LeMond et Laurent Fignon, et le plus faible écart de l'histoire du Tour, ces fameuses 8 secondes. Mais si vous devez quand même faire une comparaison, qu'est-ce qui diffère en fait le grand départ avec les 3 premières étapes à Bilbao avec celle dont vous venez de parler en Italie? Qu'est-ce qui les diffère? Tout. C'est-à-dire qu'il faut regarder au-delà de l'aspect sportif aussi. C'est-à-dire que d'un point de vue sportif, vous avez un départ rude, avec des côtes. On n'a pas essayé spécialement de durcir, c'est simplement quand vous êtes là, si vous voulez dans telle ou telle direction, il y a des montagnes à franchir, je pense notamment à Saint-Marin pour la première étape. La volonté, c'est d'avoir, mais c'est toujours la même, c'est d'avoir les favoris du classement général, épaule contre épaule, dès le début. Autrefois, vous aviez systématiquement un contre-la-montre le premier jour. Maintenant, il y a parfois un contre-la-montre, mais il y a parfois aussi autre chose. Donc cette volonté, c'est vraiment de faire rêver les gens. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'autre raison de voir les favoris du classement général le plus tôt possible, mais sans qu'on détermine ce qui va se passer, simplement des impressions, des sentiments. Quand vous voyez un favori du classement général qui, dès la première étape ou la deuxième étape, le premier week-end, se redresse sur ses pédales, part en danseuse, attaque, voilà, vous regardez les autres, vous êtes curieux, ça décuple l'envie, c'est vraiment fait pour ça. Justement, sur la première étape cette année, avec le col de Pic, la dernière côte répertoriée, on a vu beaucoup de spectacles avec de nombreuses attaques. Donc là, on a vu quand même qu'il y avait énormément de suspense. Oui, bien sûr. C'est fait pour. Après, tout dépend du lieu que vous choisissez. Et après le Tour de France, il y a toujours un Tour de France. Donc quand vous partez à Nice, de Nice au pied des Alpes, de Bilbao au pied des Pyrénées, ou quand vous partez de Brest, ça n'est évidemment pas la même chose pour atteindre la montagne. Donc d'une fois à l'autre, le tracé sera différent, mais c'est ce qui fait aussi la force du Tour. Ça s'adresse à absolument tout le monde, et en fonction des années, on a des parcours différents. Ce qui fait aussi, je crois, son succès. Merci beaucoup Christian Prudhomme pour vos mots. Avec plaisir.